C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Ils sont trois, le père cheminot et les deux fils. Gilou, le cadet, est très prometteur. Il est bosseur, il est sérieux, il ira loin. L'aîné, pour tout dire, on a oublié son vrai prénom. Depuis ses 3 ans, on l'appelle Fus. C'est le diminutif de football, comme on dit chez les Luxos, les luxembourgeois, qui sont tout proches. Depuis la mort de la mère, ces trois-là subissent leur quotidien désenchanté dans une Lorraine ravagée par le chômage de masse et le racisme galopant. Leur bonheur, c'est le match du dimanche, avec un Fus transfiguré sur la pelouse, le père et le frère hurlant dans les gradins. Ça aurait pu durer comme ça, dans un entre-deux ni heureux ni malheureux. Mais non, parce que Fus, à force de désœuvrement, rencontre des types pas fréquentables. Pour faire court, des fachos, rangers, treillis, crâne rasé. Ça commence par des beuveries, ça dégénère assez vite à coups de barre de fer, et ça finit aux assises. Voilà l'histoire, somme toute, d'une effroyable banalité. Bof, direz-vous, pas vraiment envie de lire ça. Ce serait une grave erreur, car c'est un éblouissement, une révélation littéraire absolue, déjà saluée par 2 prix au mois de septembre. Ça s'appelle « Ce qu'il faut de nuit ». C'est un premier roman, écrit par Laurent Petit-Mangin, à l'âge vénérable de 55 ans passés. Son style est magnifique, très simple, évident et juste. L'histoire est bouleversante, sa fin est terrible. En 190 pages, Petit-Mangin en dit autant sur un thème très proche que l'avant-dernier Goncourt en disait sur 500 pages. C'est l'un des grands romans français de l'automne. Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin est paru à la Manufacture de Livres, excellente maison d'édition devant l'Éternel. Et cette chronique de C'est à lire, comme toutes les autres, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site internet radioclassique.fr. Dans 2 minutes exactement, la météo, puis C'est à lire tout de suite, donc ne me demandez pas pourquoi, mais il aura fallu plus de 30 ans pour que paraisse en français un merveilleux livre qu'il est impératif de découvrir si l'on s'intéresse un tant soit peu à la nation américaine. Mississippi Solo raconte un voyage en canoë de 4000 km de la source du Grand Fleuve dans le Minnesota jusqu'à son embouchure à la Nouvelle-Orléans. Au nord, il y a la très grande nature sauvage et fort peu de noirs. Au sud, c'est un fleuve canalisé encombré de barges géantes et il y a profusion de noirs. Eddie Harris, jeune diplômé de Stanford et très noir lui-même, n'a jamais eu peur du ridicule et ne craint pas l'échec. J'ai donc décidé, dit-il, de descendre le Mississippi en canoë et de découvrir de quel bois j'étais fait. Résultat, un livre d'aventure à tout point de vue exceptionnel. D'abord, parce que le Mississippi est un fleuve hors du commun, déjà célébré en son temps par le grand Mark Twain. Il charrie toute l'histoire des États-Unis. Il est accablé des fardeaux de la nation, écrit Harris, qui a grandi sur ses berges à Saint-Louis. Enfant, je craignais le fleuve et le respectais plus que je ne craignais Dieu. Adulte, je le crains davantage encore. La description de ses beautés et de ses violences est absolument formidable. Par ailleurs, on pouvait craindre un long lamento du pagayiste noir en butte à la méchanceté des Blancs. Tout faux. Pendant ces 2 mois de descente du Mississippi, Eddie Harris a fait une seule rencontre désagréable. Toutes les autres, une bière partagée, un repas, une discussion, un abri offert ou un simple salut de loin, ne lui laissent que des bons souvenirs. Est-ce à dire que l'Amérique de Reagan était moins raciste que celle de Trump ? Ce serait peut-être aller vite en besogne. Néanmoins, on sort de ce Mississippi Solo étrangement optimiste sur la nature humaine et aussi sur l'état profond de l'Amérique que nous aimons. Reconnaissez avec moi qu'en ces temps sinistres, ça n'a pas de prix. Mississippi Solo, d'Eddie Harris, est paru chez Liana Levy. Qu'elle en soit pour toujours remerciée. Et cette chronique, ainsi que tous les C'est à lire, bien sûr, est à retrouver sur le site internet radioclassique.fr. À tout de suite, dans un instant pour la météo. Poirette sur Radio Classique. Dans une autre vie, Rice Moore était passeur de drogue à la frontière Mexique-États-Unis. Ça a coûté la vie à sa compagne et ça l'a encouragé à balancer aux flics la bande de narcos qui l'employait. En échange de quoi,
la DEA lui a offert une toute nouvelle existence, une légende comme on dit. Un nouveau nom et un métier plutôt inattendu, garde forestier de la réserve privée de Turk Mountain en Virginie. C'est l'une des dernières forêts primaires des Appalaches. Elle est peuplée d'ours qu'il faut absolument protéger car ils sont la cible favorite des braconniers. En Chine, la vésicule d'ours, aphrodisiaque bien connue, se vend fort cher. Pour tous les forcenés de la gâchette du secteur, c'est donc une opportunité inratable, mais désormais, ils trouveront sur leur chemin Rice Moore, ancien soldat et ex-trafiquant de drogue qui n'est pas manchot quand il s'agit de faire le coup de feu, qui est très capable aussi de devenir invisible quand il enfile sa tenue ghillie, faite de feuilles, de branchages et de suie, l'odeur en prime. Qui l'emportera ? Le protecteur des ours et de la nature ou les bas du front et leur meute de chiens courants? Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, le cartel mexicain qui n'a pas renoncé à débusquer celui qui l'a trahi. Vous verrez bien, en lisant ce polar exceptionnel de James McLaughlin, Dans la gueule de l'ours, qui vient de recevoir le Grand Prix de littérature policière. C'est une juste récompense pour ce roman policier et naturaliste de bout en bout passionnant. Quant à la traduction, elle est de Brice Mathieu-San, qui fut le fidèle complice du regretté Jim Harrison. Elle est donc impeccable. Dans la gueule de l'ours de James McLaughlin est paru en février dernier chez un petit éditeur très inspiré, rue de l'Échiquier. Commandez-le, vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, cette chronique. C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Dans une ville que l'on suppose pouvoir être Bourg-en-Bresse, la piscine Alain Godvalès, à l'été 1974, était le centre de l'animation urbaine. C'est là que Martine Amouroux, 20 ans, est tombée amoureuse du maître nageur Didier Cornaton, 24 ans. Il était beau et il plaisait aux filles. Pour lui, Martine n'était qu'une aventure. Pour elle, il était tout. Quand elle a compris qu'il l'a quitté, elle l'a tué d'une seule balle de carabine en plein cœur. Ensuite, elle s'est rendue à sa famille et aux gendarmes. Aux assises, Martine a écopé d'une peine légère pour crime passionnel. Le procureur a plaidé la préméditation. Il a perdu. Ce meurtre est mon compagnon secret. Il s'insinue dans ma vie. Parfois, 2 ou 3 mois se passent sans que j'y pense, et puis il revient me hanter. Je n'y peux rien. Ainsi parle le narrateur qui dit avoir bien connu Martine et Didier et dont la vie a été bouleversée par le crime de Mademoiselle Amouroux au point de se l'accaparer et au point que nous, lecteurs, nous posions la question: quel rôle a-t-il vraiment joué dans la mort de Didier Cornaton? Il s'appelle Philippe Ridé. Il est journaliste au Monde et son récit de l'affaire est tout simplement enthousiasmant. Et d'ailleurs, ce meurtre a-t-il vraiment eu lieu ? Ou est-ce une invention romanesque? C'est un vrai tour de force littéraire, totalement sincère et réaliste. La France giscardienne de province, comme vous l'avez vécu en plus, le plein emploi, le restaurant des notables, Catherine Ribeiro et Bernard Lavilliers à la radio. Tout cela en 200 pages, serré comme un petit noir aux zinc. C'est extra. Ce crime est à moi de Philippe Ridé est paru en début d'année aux éditions des Équateurs. Je viens seulement de le lire et je ne l'ai vraiment pas regretté. Et cette chronique, c'est à lire, comme toutes les précédentes et toutes les suivantes aussi, est d'ores et déjà sur radioclassique.fr.